Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin en compagnie de notre recherchiste Sandrine Raymond pour un nouvel épisode de Questions de preuve, un balado sur le droit et la justice par et pour les juristes et dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l'accès à la justice. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial et ça sera certainement une autre opportunité d'obtenir vos attestations de formation. Rendez-vous sur le site questionsdepreuve.ca. Sandrine, on parle de quoi aujourd'hui? Bonjour Hugo, l'épisode d'aujourd'hui porte sur un sujet assez intéressant, soit le droit international relatif aux fonds marins et plus particulièrement la protection des écosystèmes dans le contexte de l'exploitation minière des fonds marins. Catherine Blanchard, bonjour, bienvenue à Questions de preuve. Merci beaucoup Hugo, bonjour. C'est le fun de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est un peu particulier, le droit des fonds marins, le droit de la mer. On avait des cours de droit maritime là, à l'université, mais là, tu t'en vas dans une surspécialisation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, pour commencer, c'est peut-être pertinent de mentionner que dans le fond, le droit de la mer, c'est une branche du droit international public. Donc, on se rappelle pour ceux d'entre vous qui avaient fait le cours de droit international public pendant leur licence en droit, on va retourner à des notions de base en droit international public. Donc, moi, j'ai fait ma licence en droit à l'Université d'Ottawa, en droit civil. J'ai complété avec une année de common law à l'Université de Dalhousie à Halifax. Puis ensuite, je suis partie faire ma maîtrise à l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas avec une spécialisation en droit international public et en droit de la mer et de l'environnement. Donc, c'est là que j'ai eu la piqûre. Ma professeure de droit international public dans ma première année de licence à l'Université d'Ottawa avait passé une bonne partie de son cours sur le droit de la mer parce qu'elle-même avait un intérêt sur le sujet. Donc, depuis la première année de droit, l'intérêt pour le droit de la mer avait été comme suscité. Et puis, je suis encore en contact avec cette professeure-là qui est toujours ma mentor là, dans ma carrière. Donc, je suis partie pour Utrecht pour faire ma maîtrise. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité de faire mon doctorat en droit international public, droit de la mer, droit de l'environnement à la même université. J'ai ensuite fait des recherches postdoctorales, toujours aux Pays-Bas, des recherches qui m'ont amenée à me spécialiser sur la protection environnementale des grands fonds marins. Donc, on parle des fonds marins ou du fond des océans à l'extérieur de la juridiction nationale, donc dans des eaux internationales. Et puis, pendant ces recherches-là, j'ai eu le grand plaisir d'interagir avec des biologistes marins et des écologistes marins. Donc, j'ai vraiment appris à regarder les océans d'un point de vue complètement différent. Et puis, je pense justement aussi que les océans, c'est un beau sujet d'étude pour des recherches multidisciplinaires. Donc, après ça, je suis retournée à l'Université d'Utrecht, mais cette fois-là comme professeure. Et puis, j'ai commencé à enseigner le droit international public, le droit de la mer, le droit de l'environnement. Puis, j'ai aussi donné des séminaires de maîtrise sur la réglementation des grands fonds marins. Et puis, j'ai pu explorer ou continuer à explorer ce sujet-là au travers de mon enseignement. Tu as des points supplémentaires puisque tu es gradué de l'Université d'Ottawa, comme Sandrine et moi. Une journée de ton quotidien au niveau droit, au niveau pratique du droit, ça ressemble à quoi? C'est sûr que quand j'étais prof, il y avait beaucoup de temps qui était passé à l'enseignement, bien évidemment. Donc, interagir avec des étudiants autant au niveau bac qu'au niveau maîtrise. J'avais aussi un étudiant en doctorat, donc c'était vraiment intéressant de pouvoir interagir avec des étudiants qui sont à différents moments de leur parcours universitaire. Une grosse partie de mon travail, c'était aussi de présenter mes recherches dans différentes conférences. Mais une grosse partie de mon travail aussi, puis je pense que ça revient à ce que je disais précédemment sur les recherches multidisciplinaires, c'est que j'ai eu la chance de présenter le cadre juridique pour la réglementation des fonds marins à des non-juristes, donc à des ingénieurs miniers, par exemple, aussi à des biologistes marins, des écologistes, aussi à des gens qui se spécialisaient davantage en gouvernance, donc pas nécessairement des juristes, mais vraiment à des gens qui ont des backgrounds super différents pour un peu leur donner un aperçu de c'est quoi le cadre juridique pour les grands fonds marins. Mais ça m'a permis aussi, moi, d'apprendre puis de regarder ma propre discipline d'un œil nouveau parce que ces gens-là posaient des questions complètement différentes de ce que des étudiants en droit ou des juristes peuvent poser. Donc, ça a vraiment été bénéfique pour moi aussi d'interagir avec ces gens-là. Si on s'adresse maintenant à nos collègues, donc qui sont juristes, puis on revient un petit peu à la base, le droit international public, une courte définition. Le droit international public, c'est l'ensemble des règles qui régissent les relations entre les États. Je pense que je vais le mettre de façon directe comme ça. C'est sûr que pour des juristes qui font du droit civil ou de la common law, le droit international public
peut souvent être, je voudrais pas dire confondu parce que c'est vraiment différent, mais qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre, par exemple, des questions de géopolitique ou des questions de relations internationales. C'est sûr qu'il y a beaucoup de parallèles à faire, que la ligne est parfois fine entre les deux, mais que le droit international, selon moi, demeure un domaine du droit. C'est du droit. Donc, il y a certains qui vont dire que c'est du droit mou comparativement à du droit dur, mais je suis une grande défendresse du fait que le droit international public est bien une branche du droit. Puis, il a été mentionné au début de l'épisode que le droit maritime, c'est d'abord du droit international, du droit international public. Il y a une distinction à faire entre le droit maritime et le droit de la mer. Donc, moi, je me spécialise en droit de la mer, qui est une branche du droit international public. Le droit maritime, c'est une branche du droit national qui a trait davantage, par exemple, à certains aspects de la navigation, aux assurances de bateaux, aux licences de bateaux, ces notions-là. C'est sûr qu'il y a des choses qui se recoupent, là, comme par exemple, il y a aussi une partie du droit de la mer qui se concentre sur les règles de navigation. Mais c'est juste une distinction à faire que le droit maritime, c'est une branche du droit national, alors que le droit de la mer, c'est une branche du droit international public. Mais les deux se recoupent. C'est pas nécessairement exclusif l'un de l'autre. Dans le sens où le droit maritime se concentre beaucoup sur les bateaux, sur la navigation, et c'est sûr que la navigation, le transport commercial par bateau, c'est aussi réglementé par des règles de droit de la mer. Donc, c'est à ce niveau-là que ça se recoupe. Les deux ont attrait à ce qui est relié au bateau, dans le fond. Donc, le droit maritime va se concentrer sur, comme je le disais plus tôt, là, les assurances de bateau, des licences de bateau, et la navigation aussi. La navigation qui est abordée en droit international, en droit de la mer, par exemple, comment le commerce international par bateau, comment la navigation, différents corridors de navigation sont réglementés. Donc ça, c'est une branche du droit international public. Donc, il y a des recoupements à faire. Je peux comprendre aussi, Catherine, que le droit maritime, donc qui a plus rapport avec la navigation, doit être un peu plus vieux que le droit de la mer. Y a-t-il un peu un historique à faire autour de ça? Et c'est sûr que le droit de la mer, en général, on considère que c'est une des branches les plus anciennes du droit international public. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce premier cours de droit international où on parlait de Hugo Grotius comme l'un des pères du droit international public. Et lui se concentrait sur, par exemple, les différentes libertés de la mer, donc mare liberum. Mais il n'y a pas juste la navigation qui fait partie du droit de la mer. Le droit de la mer, c'est vraiment très, très large. Puis c'est ce que je qualifierais comme étant les règles de droit international qui vont régir les affaires relatives aux océans entre les États. Donc, on voit que c'est une définition quand même assez large. On inclut la navigation, bien sûr, mais le droit de la mer va aussi couvrir des questions comme la délimitation maritime. Un des principes centraux en droit de la mer, c'est que les océans sont divisés en différentes zones. À qui appartiennent ces différentes zones-là? Comment est-ce qu'on délimite les zones qui appartiennent aux États des zones qui sont à l'extérieur de la juridiction nationale? Donc, délimitation maritime, un gros sujet très important en droit de la mer. Le droit de la mer couvre aussi des questions relatives aux pêcheries, la protection de l'environnement marin, à l'exploitation de pétrole et de gaz offshore, comme on peut dire en anglais, des questions de recherche scientifique marine, des questions de transfert de technologie, renforcement des capacités. Donc, c'est vraiment un domaine très vaste du droit international public. J'avais aussi une collègue qui se concentrait sur le tourisme en Antarctique. Donc, ça aussi, ça peut relever en partie du droit de la mer. Il y a aussi d'autres sujets qui pourraient être associés peut-être plus traditionnellement à d'autres branches du droit international public comme les droits de la personne, mais qui ont une composante de droit de la mer parce qu'elles ont lieu en mer. Donc, par exemple, quelque chose qu'on entend souvent, surtout dans un contexte de protection de l'environnement marin, c'est des manifestations en mer. Donc, Greenpeace ou un autre ONG qui va faire une manifestation ou qui va protester sur des structures d'exploitation de pétrole. Donc, c'est quoi? Comment est-ce qu'on définit la limite ici entre la liberté d'expression, le droit de manifester, le droit de se rassembler, qui sont des droits de la personne. Mais comme ça a lieu en mer, comment est-ce que ça interfère avec des questions de droit de la mer? On peut penser aux migrations en mer aussi, on en parle souvent là, dans la Méditerranée. Des questions de droit de la personne aussi, des travailleurs sur des bateaux de pêche. Donc, il y a eu quand même beaucoup de scandales dans les dernières années sur les conditions de travail de travailleurs sur des bateaux de pêche en Asie du Sud-Est, par exemple. Donc, on voit que c'est vraiment le droit de la mer, ça peut être très, très large. On englobe différentes activités. Oui, en effet. Et le droit des fonds marins
Y a-t-il une autre distinction à faire? En fait, je pense qu'il faut revenir à cette notion de base-là, qui est la division des océans en différentes zones maritimes. Donc, il y a les zones qui se trouvent sous la juridiction nationale, donc des zones où l'État côtier va avoir soit une pleine souveraineté ou des droits souverains. Donc, par exemple, la priorité d'aller exploiter des poissons, des ressources halieutiques. Et puis, il y a les zones qui sont à l'extérieur de la juridiction nationale. Dans la colonne d'eau, on aurait la haute mer, donc les eaux internationales. Et puis, dans les fonds marins, donc le fond des océans, là, ou ce qu'on peut appeler le lit des océans, les zones qui tombent sous la juridiction nationale, c'est le plateau continental, donc une extension du territoire terrestre qui se fait dans le fond des océans, et ça qui tombe sous la juridiction de l'État côtier. Mais au-delà de la limite externe du plateau continental, on a ce qu'on appelle, dans le langage de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone avec un Z majuscule. Ça sonne très science-fiction, là, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis la zone, c'est ce qu'on appelle de façon plus familière là, les grands fonds marins. Donc on parle vraiment des fonds marins qui sont au-delà de la juridiction nationale dans des zones internationales. Et puis, les activités qui se passent là, sur les grands fonds marins, il n'y a pas encore, à ce jour, d'exploitation de pétrole et de gaz parce qu'on est trop profond en mer. Sauf que les activités qui ont commencé depuis environ une vingtaine d'années sont des activités minières, donc relatives à différentes ressources minières. C'est important de mentionner que jusqu'à présent, depuis environ 20-25 ans, il y a des activités d'exploration minière qui ont lieu. Donc, des navires qui vont explorer, faire des recherches scientifiques pour essayer d'identifier où on retrouve ces ressources-là, dans quelle région des océans, en quelle quantité, etc. Très important de mentionner qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'exploitation minière qui a lieu encore. Donc, pas d'extraction commerciale qui a lieu dans les grands fonds marins. C'est super intéressant, merci beaucoup. Puis pour rebondir un peu, est-ce que c'est en prévision de ces activités-là qu'on a commencé à prévoir du droit pour les fonds marins ou c'était pour autre chose? Donc là, on va faire un petit voyage dans le temps. Je vous amène dans les années 1870. C'était l'expédition du navire Challenger, qu'on considère souvent comme étant la naissance de l'océanographie. Le navire Challenger est parti pour plusieurs expéditions là, pour faire cartographier les océans, mais également les fonds marins. Donc, on le sait depuis plus de 150 ans maintenant qu'il y a des ressources minières dans les fonds marins. C'est juste qu'à l'époque, on n'avait pas nécessairement les moyens techniques et les moyens scientifiques de pouvoir aller les chercher à cause de leur profondeur. Quand on parle des grands fonds marins, on parle souvent de profondeur de 2, 3, 4, 5, 6 et même plus kilomètres. Hein? Donc, on parle des endroits très, très profonds en mer. Mais c'est vraiment depuis les années 60 qu'on a commencé à se poser des questions sur, OK, ces ressources-là se trouvent dans des zones internationales qui appartiennent à personne ou qui appartiennent à tout le monde. On peut le voir de deux différentes façons. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on qualifie ces ressources-là? Et puis, il y a un discours qui est devenu célèbre, qui a été prononcé par l'ambassadeur de Malte, Arvid Pardo, en 1967, qui, lui, a qualifié les ressources minières des grands fonds marins comme étant le patrimoine commun de l'humanité. Voulant dire que ces ressources-là, dans le fond, et les bénéfices potentiels qu'on pourrait en retirer appartiennent à l'humanité tout entière. Là, on pourrait se poser aussi une question, qu'est-ce que l'humanité? Est-ce que ce sont les gens ou est-ce que ce sont les États? On peut se poser des questions. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Au-delà de l'aspect du droit, il y a un aspect social. Exact. Et puis, dans le fond, c'est après ce discours-là, en 1967, qu'on a commencé à décider, OK, comment est-ce qu'on va codifier un régime juridique ou un cadre juridique pour réglementer les activités minières potentielles dans les fonds marins, parce que là, la technologie se développait de plus en plus. Et puis, ce cadre juridique-là, pour la zone, avec un Z majuscule, donc les grands fonds marins au-delà de la juridiction nationale, a été codifié finalement dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui est un immense traité depuis plus de 300 articles qui couvre tous les aspects relatifs au droit de la mer, ou en tout cas à peu près tous les aspects. Donc, ça se voulait être une convention très compréhensive là, qui allait devenir un instrument principal pour le cadre juridique pour le droit de la mer. Et la partie 11 se concentre exclusivement sur la zone et sur les activités minières. C'est important aussi de mentionner que le droit de la mer est une des plus vieilles branches de droit international public qui s'est développée par la pratique des États. Et là, je vous ramène encore une fois à votre cours de base de droit international. Le droit de la mer s'est développé d'abord en droit coutumier. Donc, le droit coutumier qui est la pratique des États
et une pratique que les États considèrent comme étant juridiquement contraignante. Le droit de la mer, c'est aussi beaucoup basé sur le droit coutumier. Donc voilà, c'est dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer qui a été négociée dans les années 70, adoptée en 1982 et entrée en vigueur en 1994 qu'on a eu la première codification d'un cadre juridique pour les grands fonds marins. Voilà. Peux-tu nous parler un peu de principes fondamentaux qui ressortent de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer? Sa structure, outre la partie 11? Bien, c'est sûr que, comme je le disais tantôt, la Convention est vraiment structurée selon l'approche zonale. Là. Donc, on divise les océans en différentes zones. Chaque zone maritime, la mer territoriale, la zone économique exclusive, la haute mer, le plateau continental, les grands fonds marins, il y a comme une partie de la Convention qui se concentre sur chacune de ces zones-là. Puis, il y a aussi des sujets qui ont aussi leur propre partie. Là. Donc, la protection, préservation de l'environnement marin a sa propre partie dans la Convention, la recherche scientifique marine, transfert de technologie, renforcement des capacités. Il y a aussi un système de règlement des différends propre au droit de la mer qui a été développé dans la Convention. C'est sûr que la Convention a été négociée dans les années 70, qui était une ère de décolonisation. Donc, il y a aussi beaucoup de références dans le préambule de la Convention, mais aussi dans les principes généraux qui veut assurer une approche d'équité, une représentation géographique le plus diverse possible, justement parce qu'on reconnaissait qu'il y avait beaucoup de nouveaux États qui venaient de gagner leur indépendance. Donc, il y a aussi beaucoup là, de notions de développement économique qui sont intégrées là, dans le préambule. Des notions économiques, des notions d'équité, des notions de reconnaître les circonstances particulières d'États en voie de développement. Puis il y a aussi beaucoup de principes relatifs à la connectivité des océans. Donc on parle, et là j'ai juste la version en anglais, là, mais Oceans Interconnectedness. Le préambule parle aussi là, de la conservation des océans, de l'utilisation durable des océans. C'est vraiment beaucoup de thèmes qui viennent chercher aussi des notions juridiques, bien sûr, mais aussi des notions de gouvernance et des notions économiques et des notions sociales également. Parle-moi un petit peu aussi du Traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine. Je regardais sur le site, il est important de préciser que ce traité, donc international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine, que ce traité ne porte pas sur des aspects déjà réglementés par des institutions existantes, comme les ressources minérales des fonds marins, qui sont distinctes des ressources génétiques marines vivantes et qui, elles, sont gérées par l'Autorité internationale des fonds marins via une procédure et des règles propres. L'accord sur la biodiversité marine, on va l'appeler comme ça. En anglais, c'est The Agreement on Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction, donc Biodiversity Beyond National Jurisdiction, d'où l'acronyme BBN. En français, l'accord sur la biodiversité marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Donc, c'est un accord de mise en œuvre qui a été conclu le 4 mars 2023, adopté en juin 2023, ouvert pour signature en septembre 2023. Étant un accord de mise en œuvre, le but de cet accord-là, c'est dans le fond d'apporter ou de venir complémenter les différents aspects de la Convention que les États trouvaient nécessiter un peu d'être complémentés ou d'être clarifiés par rapport spécifiquement à la conservation et à l'usage durable de la biodiversité marine, non pas seulement en haute mer, mais dans toutes les zones au-delà de la juridiction nationale. Donc, la haute mer, la colonne d'eau, mais également les grands fonds marins. Donc, souvent, on entend les médias référer au traité de la haute mer ou le High Seas Treaty. C'est sûr que c'est très accrocheur, plus que BBNJ, là. Sauf que c'est important de se rappeler que ce traité-là va couvrir toutes les zones qui sont au-delà de la juridiction nationale. Donc, pas seulement la haute mer, mais également les grands fonds marins. Ça va être quelque chose de très intéressant à voir comment ça va se développer en pratique, là. Mais qu'il y a déjà des organisations internationales qui ont compétence ou qui ont des mandats dans les zones à l'extérieur de la juridiction nationale. Donc, que ce soit des organismes régionaux de gestion des pêches qui, eux, gèrent les ressources de poissons, donc les ressources halieutiques, mais aussi, comme tu l'as mentionné, dans les grands fonds marins, la Convention des Nations unies crée une organisation internationale qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, ou en anglais, le International Seabed Authority. Cette organisation-là est mandatée pour être le gardien, si je peux dire comme ça, ou le steward en anglais, des ressources minières des grands fonds marins au nom de l'humanité tout entière, parce qu'on se souvient que les ressources minières des fonds marins sont le patrimoine commun de l'humanité.
Donc, l'Autorité internationale des fonds marins a été créée pour gérer, administrer les activités minières dans les fonds marins, mais également s'assurer que les activités minières ne vont pas créer des effets nocifs pour l'environnement. Donc, la question, et là, j'ai fait un grand détour, là, mais la question, c'est de voir comment cet accord de mise en œuvre-là sur la biodiversité marine à l'extérieur de la juridiction nationale, va interagir avec ces organisations internationales-là qui existent déjà, que ce soit les organismes de pêche, que ce soit l'Autorité des fonds marins, que ce soit l'Organisation maritime internationale qui s'occupe de navigation, par exemple. Il faut garder en tête que ce nouvel accord-là n'est pas là pour remplacer les institutions existantes, mais est là pour venir aider les organisations existantes à assurer une coopération puis une cohérence des différentes actions en haute mer. Donc, c'est sûr que ce nouveau traité-là ne va pas aller jouer dans les plates-bandes de l'Autorité internationale des fonds marins. L'Autorité a aussi exprimé son désir de collaborer avec les différentes institutions qui seront établies sous cet accord-là. Mais c'est sûr que les institutions existantes ne vont pas perdre leurs compétences de par le fait que ce nouvel accord-là a été adopté. Et le nouvel accord n'est pas encore en vigueur d'ailleurs, donc juste à garder ça en tête que l'accord est adopté, mais n'est pas encore entré en vigueur. C'est ce que je comprenais, adopté pas encore en vigueur. Est-ce que c'est les mêmes États membres, Catherine? Oui, bien, les États signataires jusqu'à présent qui ont signé et ratifié l'accord sur la biodiversité marine, à ma connaissance, sont tous partis à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, sauf que l'accord pourrait être signé par des États qui ne sont pas partis à la Convention. Donc, je pense par exemple aux États-Unis qui ne sont pas partis à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, mais qui pourraient éventuellement devenir partis à l'accord s'ils le souhaitent. À ce stade, 111 signatures ont été enregistrées, c'est ce que je lis sur le site. Ça fait quelques fois que tu nous parles des ressources halieutiques, donc les ressources vivantes. On avait discuté, Sandrine et moi, est-ce que ce droit-là, c'est justement adapté aux phénomènes biodynamiques, les mouvements, déplacements, migration des espèces vivantes, le fait que le poisson, ça ne dérange pas vraiment, lui, là, qu'il y a une zone avec un grand Z ou un petit Z. Est-ce que ça, c'est tenu compte? Est-ce qu'il y a eu une évolution de ces traités-là ou de ces conventions-là, justement en lien avec ces ressources-là? Puis j'imagine aussi qu'une ressource minière peut être sur plus d'une zone, elle peut s'étendre plus largement. Si c'est du pétrole qui est sous les fonds marins, j'imagine en plus de ça que ça peut avoir des nappes qui sont sur plusieurs zones. Et là, corrige-moi, dirige-moi comme tu veux, mais je suis un peu curieux de voir si c'est tenu en ligne de compte. Oui, il y a beaucoup d'éléments vraiment intéressants dans ta question. Commencer par ta première question sur les ressources halieutiques. Donc, c'est sûr que, comme tu le disais, là, les poissons, eux, quand ils traversent la frontière entre une zone maritime qui est sous juridiction nationale, la haute mer, ils vont pas revirer de bord, là, ça, c'est sûr. Les organismes régionaux de pêche, les ORGP, qui, eux, leur mandat principal, c'est de gérer les stocks de poissons et d'allouer différents quotas de poissons à leurs États membres, ont aussi dans leur mandat certaines tâches de conservation. Et puis, pour déterminer c'est quoi les quotas qui vont être alloués, pour déterminer également quelles mesures de conservation peuvent être adoptées, ils vont faire affaire avec différents instituts de recherche ou différentes organisations qui se spécialisent en recherche scientifique. Donc, c'est sûr qu'il y a des collaborations qui se font là, entre les organisations internationales-là et différents regroupements de scientifiques. Puis, il y a aussi des fois certaines de ces organisations internationales là de gestion des ressources halieutiques qui ont eux-mêmes un groupe d'experts scientifiques qui peuvent aussi leur donner des conseils à ce niveau-là. Donc, il y a certainement des interactions qui se font au niveau de la gestion des pêcheries entre les décideurs et les scientifiques. Pour ce qui est du fait que des ressources, on peut en retrouver dans différentes zones, c'est peut-être une lacune que les États ont identifiée au sein de la Convention, qu'on avait besoin de plus de clarification quant à c'est quoi le cadre juridique pour les stocks de poissons chevauchants. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un stock de poissons qui va se promener soit entre les zones maritimes de deux États ou bien entre les zones maritimes sous juridiction nationale et la haute mer. Et pour clarifier ou pour complémenter les articles de la Convention qui adressent ces questions-là, il y a un autre accord de mise en œuvre qui a été adopté, cette fois-ci en 1995, sur les stocks de poissons chevauchants et les stocks migratoires, qui, dans le fond, nous apporte des clarifications, plus de détails par rapport à comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on réglemente ces stocks de poissons-là. Un concept ou un principe primordial au cœur de cet accord de mise en œuvre-là sur les stocks chevauchants, c'est les questions de coopération. Donc, les États doivent, dans le fond, coopérer
pour gérer ces stocks de poissons-là. Et les obligations de coopération, on les retrouve aussi là, dans la Convention, que ce soit pour la gestion des poissons, mais aussi pour la protection de l'environnement marin de façon plus générale. On rajoute des conventions, on rajoute des cadres réglementaires, on s'aide de plus en plus là, à mettre des règles. On sait, comme tu nous expliquais tout à l'heure, que le droit international public est un droit qui trouve sa source, sa base sur le droit coutumier. C'est qu'on rajoute tout le temps des règles, qu'on se fie à la bonne collaboration des États pour, disons, les stocks de poissons qui sont chevauchants. C'est sûr que je pense que en droit international en général, puis surtout en droit de la mer, c'est vraiment très difficile de comme dissocier complètement le droit coutumier du droit conventionnel, on va dire ça comme ça, qui est écrit. Donc, l'obligation de coopération, que ça soit pour la protection du milieu marin ou dans le cadre de d'autres activités et aussi, jusqu'à un certain point, une obligation coutumière. C'est difficile de dire comme, OK, ça, c'est une obligation coutumière alors que ça, c'est une obligation conventionnelle. C'est sûr que souvent, des obligations coutumières sont peut-être plus difficiles à identifier. Certains États vont voir des obligations coutumières de façon différente. Donc, c'est pour ça, quand les codifiant dans des traités ou dans des conventions, on cherche peut-être à aller chercher un peu plus de clarté. Mais en même temps, bon, des fois, la façon dont les conventions sont rédigées et sont négociées, c'est pas toujours clair non plus. C'est pour ça qu'on se retrouve devant les tribunaux en bout de ligne, là. La ligne entre le droit coutumier et le droit conventionnel est parfois floue. L'idée que je voulais amener plutôt quand j'ai parlé du droit coutumier, c'est que le droit de la mer est composé d'obligations qui viennent autant du droit coutumier que du droit conventionnel. Et donc, faire ces règles-là ou à convenir de ces conventions-là, ça ne sert pas à écarter un coutumier. Exactement. Donc, je pense que c'est plus une interaction organique du droit conventionnel et du droit coutumier. Sandrine, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être petite pause ou toi, tu as des précisions à demander? J'ai pas de précision pour cette partie-là puisque je veux garder du temps pour la suite de l'épisode qui va porter particulièrement sur la protection des écosystèmes marins, mais plus précisément dans un contexte d'exploitation minière. Alors, on vous rappelle, chers auditeurs, que nous sommes avec Catherine Blanchard, qui a une expertise en droit de la mer et en droit de l'environnement et chercheur sur la gouvernance des océans, en particulier sur les outils et mécanismes de protection des écosystèmes des fonds marins. On se retrouve dans quelques instants. Je peux bien me lancer. Donc, en ce qui concerne la protection des écosystèmes marins, est-ce que c'est récent? Quand est-ce que nous avons commencé à en parler? Pourquoi est-ce qu'on doit protéger les écosystèmes marins? Oui, une grande question avec plein de facettes fascinantes. Je pourrais en parler pendant des heures. Je vais essayer de me limiter. Les impacts des activités humaines sur les océans sont connus depuis très longtemps. C'est sûr que plus on a des connaissances scientifiques, plus on comprend l'impact des activités en mer, mais aussi sur Terre, qui peuvent avoir un impact sur les océans aussi. Plus on comprend ce lien-là entre les océans et la protection du milieu marin et les activités humaines. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer comprend la partie 12 qui se concentre exclusivement sur la protection et la préservation du milieu marin. Puis je pense que ça s'insère aussi là, dans les développements environnementaux avec la déclaration de Stockholm, par exemple, dans les années 70. Donc, c'est comme une espèce de prise de conscience là, à ce moment-là de l'importance de la protection de l'environnement en général, mais aussi de l'environnement marin. Donc, la Convention sur le droit de la mer, comme je disais, a une partie en entier qui se concentre sur la protection du milieu marin. Juste pour nos auditeurs, là. Donc, la partie 12 de la Convention des Nations unies, ça s'appelle directement Protection et préservation du milieu marin. Je te laisse continuer. Exactement. Puis je pense que le titre décrit très bien le but de ce que cette partie-là couvre. On retrouve plein d'obligations, des droits et des obligations. Comme le titre est très large, en fait, la partie se veut aussi avoir une application très large. Puis si on se replace dans le mindset, pour utiliser le mot en anglais, des années 70, c'est quand même impressionnant de voir que la Convention couvre différentes sources de pollution. Donc, ça soit de la pollution de navires,
de la pollution dont les sources viennent de la terre, la pollution atmosphérique qui pourrait aussi avoir un impact sur les océans, la pollution de l'exploitation de pétrole et de gaz qui pourrait avoir un impact. Donc, c'est quand même très impressionnant de voir que déjà à ce moment-là, on avait une vision quand même assez globale des différentes sources de pollution qui peuvent avoir un impact sur l'environnement marin. Donc, c'est sûr que depuis les années 70, il y a eu beaucoup de découvertes sur d'autres sources de pollution qui n'avaient pas été prévues nécessairement à cette époque-là. Et je pense, par exemple, à la pollution par le bruit et par la lumière. Mais il y a quand même d'autres accords ou d'autres lignes directrices, pas nécessairement juridiquement contraignants, mais des instruments qui peuvent aider les États à les guider sur les actions à prendre pour limiter la pollution par le bruit et par la lumière, des lignes directrices adoptées par l'Organisation maritime internationale, par exemple. Il y a aussi beaucoup de discussions à savoir si l'émission de gaz à effet de serre constitue une forme de pollution de l'environnement marin. Le Tribunal international sur le droit de la mer, qui est un tribunal qui a été créé par la Convention, s'est fait poser la question dans un avis consultatif qui a été rendu en mai 2024, où le tribunal a confirmé qu'il considère que les émissions de gaz à effet de serre peuvent tomber sous la définition de pollution de l'environnement marin. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'avec les nouvelles découvertes scientifiques, on est capable aussi d'adopter les définitions qu'on a sous les instruments juridiques qu'on possède déjà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Sandrine. Je me demandais si c'était peut-être possible de faire un petit retour sur la question environnementale. Oui, c'est sûr qu'on entend beaucoup parler des océans comme étant très importants pour la survie sur Terre. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attention médiatique qui est portée là, à la protection de l'environnement marin. Par exemple, il y a le Oceans Conference cette année à Nice, en France, qui va se concentrer, entre autres choses, là, parce que ça va aborder toutes sortes de questions relatives aux océans, là, donc pas juste la protection de l'environnement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au centre là, des discussions ou du discours sur les océans en général. On disait avant la pause que le cadre juridique principal, c'est la Convention des Nations unies avec le droit coutumier. Puis il y a aussi des accords de mise en œuvre qui ont été adoptés au fil des ans sous la Convention. Mais il y a aussi beaucoup d'instruments juridiques, juridiquement contraignants ou non, qui ont été adoptés dans d'autres contextes qui peuvent aussi s'appliquer aux océans. Et c'est le cas de certains traités environnementaux qui vont, par exemple, protéger différentes espèces animales, dont des espèces marines. On peut penser à la Convention sur les espèces migratoires. Des espèces migratoires, ça peut être des oiseaux, mais ça peut être aussi des types de poissons, ou des requins, ou des baleines. Il faut aussi regarder des conventions plus environnementales, mais qui peuvent s'appliquer aux océans également. Plus spécifiquement sur la protection contre la pollution, puis la protection de la biodiversité marine. Il y a différents traités régionaux, donc des conventions sur les mers régionales qui, la plupart, ont été développés sous l'égide, si je peux dire comme ça, du Programme des Nations unies pour l'environnement, là, le UNEP en anglais. Et puis ça, quand les premières ont été développées, c'était vraiment pour se focusser sur la pollution. Donc, on voulait vraiment prévenir et contrôler des sources de pollution qui polluaient les océans. Au fil des ans, avec les connaissances scientifiques qu'on a développées, ces conventions de mer régionales-là ont aussi branch out, encore pour utiliser l'anglais, pas juste sur des questions de pollution, mais aussi sur des questions plus globales de protection de la biodiversité. Donc, des traités régionaux, mais qui font aussi partie, on va dire, du cadre juridique plus large de gouvernance des océans. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On peut voir, comme vous venez de le mentionner, c'est large. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Puis c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de cerner l'exploitation minière, plus particulièrement dans l'épisode d'aujourd'hui. On en a parlé un peu au début et au courant de l'épisode, mais qu'est-ce que l'exploitation minière? En quoi est-ce que ça consiste? Oui, donc comme j'ai mentionné au début de notre conversation, quand on parle d'activités minières dans les fonds marins, donc qui sont contrôlées, administrées et réglementées par l'Autorité internationale des fonds marins, on parle pas seulement d'exploitation, on parle aussi d'exploration. Et puis l'exploration de différentes ressources minières dans les grands fonds marins a lieu depuis environ 20-25 ans. Dans le fond, c'est des entités, que ce soit étatiques ou privées, mais qui sont parrainées par des États,
partent en mer, vont explorer, vont essayer de voir c'est où qu'on retrouve ces ressources-là, en quelle quantité, dans quelle région, font aussi des études d'impact sur l'environnement. Donc, regarder, OK, quel genre d'espèces habitent dans ces régions-là. Ça pourrait être quoi l'impact environnemental de nos activités sur les écosystèmes marins. Donc ça, l'exploration, ça existe depuis 20-25 ans. L'exploitation minière, dans le fond, c'est de l'extraction commerciale de minéraux. Et ça n'a pas encore lieu. Donc, il n'y a pas encore d'exploitation, d'extraction commerciale de minéraux dans les grands fonds marins qui a lieu en ce moment. C'est sûr qu'il y a quelques compagnies qui ont exprimé leur désir à le faire, qui ont dit qu'ils étaient prêts à le faire, parce que c'est aussi toute une question technique. Là. Il faut avoir les machines pour aller à des profondeurs de 3, 4, 5, 6, 7 kilomètres de profond. Donc, des machines qui peuvent résister à la pression dans les grands fonds marins. Donc, c'est quand même pas beaucoup de compagnies qui ont les ressources matérielles et financières pour pouvoir le faire. Mais depuis quelques années, il y a différentes compagnies qui ont partagé leur intérêt et le fait qu'elles seraient prêtes ou presque prêtes à y aller. Donc, on est un peu dans cette situation-là. Comme je le disais aussi tantôt, l'Autorité internationale des fonds marins, son mandat a 2 piliers. Donc, le premier pilier dont on a déjà parlé, qui est d'administrer, de contrôler, de gérer les ressources minières dans les fonds marins et les activités minières. Le deuxième pilier, c'est de s'assurer que les activités minières dans les fonds marins ne vont pas avoir d'effets nocifs sur l'environnement. Je paraphrase ici, là, c'est pas les mots exacts de la Convention, mais pour ceux qui veulent aller le voir, c'est à l'article 145 de la Convention sur le droit de la mer. Donc, c'est important de voir ces 2 piliers-là qui forment le mandat de l'autorité. Donc, je ne sais pas si, Sandrine, tu veux que je continue sur c'est quoi les différents outils qui ont été développés par l'autorité pour remplir ce pilier-là de protection des écosystèmes? C'était pile la question que j'allais justement poser, donc je vous laisse continuer. Eh bien, je m'excuse d'avoir anticipé tout ça. En fait, pour remplir son mandat avec les 2 piliers, là, autant d'administrer, de réglementer que de protéger, l'autorité est en train de développer le Code minier, qui est un ensemble de règlements qui visent à réglementer les activités minières. Donc, il y a 3 règlements qui ont déjà été adoptés là, autour de 2010-2012 pour créer le cadre juridique pour l'exploration. Donc, ce qui se passe déjà depuis une vingtaine d'années. Et là, l'Autorité internationale des fonds marins est en train de développer des règlements pour encadrer l'exploitation ou l'extraction commerciale potentielle qu'il pourrait y avoir. Donc ça, c'est un gros travail que l'autorité fait en ce moment. Et puis, dans ces règlements-là, il y a différents articles de ces règlements-là ou différents règlements qui vont se concentrer sur des notions de protection et préservation de l'environnement marin. Donc, il y a une très grande attention qui est dédiée à ça dans le projet de règlement. Un autre outil qui a été développé par l'autorité internationale des fonds marins sont les plans régionaux de gestion de l'environnement, ou ce qu'on appelle en anglais les Regional Environmental Management Plans, les REMPs, qui visent, dans le fond, à développer un plan de gestion pour les différentes régions où on trouve des ressources minières. Parce que c'est pas partout, dans le fond des océans, qu'on trouve des ressources minières. Il y a certaines régions du monde où il va y avoir une concentration plus importante de ces minéraux-là. Et puis, la zone dont on entend parler le plus dans les médias dans les dernières années, c'est la zone Clarion-Clipperton, qui se trouve dans l'océan Pacifique, à l'ouest du Mexique, au sud d'Hawaï, à peu près, là. Et puis, dans la zone Clarion-Clipperton, qui est ce qu'on appelle une plaine abyssale. Donc, dans le fond, c'est comme une grande plaine au fond des océans. Sur cette plaine-là, on retrouve des nodules polymétalliques. C'est quoi des nodules polymétalliques? C'est comme des roches qui sont à peu près la grosseur d'une patate, qui contiennent toutes sortes de minéraux, principalement du manganèse, mais aussi, dans certains cas, du nickel, du cobalt. Donc ça, c'est la région sous-marine, donc la zone Clarion-Clipperton, qui a attiré le plus d'intérêt pour l'exploration minière, mais éventuellement aussi si ça a lieu pour l'exploitation, parce que dans le fond, c'est, je vais dire, relativement accessible. Je ne veux pas dire que c'est facile là, d'aller à des profondeurs si profondes, là, mais comme c'est des patates qui sont sur le fond de l'océan, on va aller juste retirer les roches. Par exemple, dans d'autres régions du monde, sur la dorsale médio-atlantique, donc dans le milieu de l'océan Atlantique, on a un autre type de ressources qu'on appelle des cheminées hydrothermales. Donc, dans le fond, c'est du liquide très, très chaud qui est réchauffé par le magma, qui vont s'échapper par des cheminées et puis au contact de l'eau très, très froide des fonds marins va créer des dépôts. Et puis, dans ces dépôts-là, il y a encore une fois beaucoup de minéraux.
Donc, il y a un intérêt à aller chercher les minéraux qui sont dans ces cheminées-là, tout simplement en allant couper la cheminée en entier ou bien des parties de cette cheminée-là. Le truc, c'est que soit sur nos patates des plaines abyssales, donc les nodules polymétalliques, ou sur nos cheminées sulfides polymétalliques de la dorsale médio-atlantique, par exemple, il y en a ailleurs, là. Il y a aussi différentes espèces vivantes qui habitent dans ces régions. Donc, c'est sûr que d'aller retirer la roche ou d'aller couper la cheminée, il y a un impact d'affecter différentes espèces, différents écosystèmes. Donc, pour gérer tout ça, l'autorité internationale a développé, en très grande collaboration avec des scientifiques, ces plans régionaux de gestion de l'environnement. Donc, c'est pas juste pour la protection des écosystèmes, mais une grande partie porte sur des outils de protection. Donc, comme par exemple, pour le plan régional pour la zone Clarion-Clipperton, qui est le seul plan régional de gestion de l'environnement qui a été adopté jusqu'à présent. Le plan établit, et là je traduis littéralement de l'anglais, là, des aires de protection environnementale d'intérêt. On va appeler ça comme ça. Donc, dans le fond, des zones où la science a comme démontré que ça devrait être protégé de toute activité minière. Donc, dans le fond, ce sont des zones qui sont fermées à toute activité minière. Donc, c'est des sous-zones dans la zone Clarion-Clipperton où ça ne sera pas possible d'aller exploiter éventuellement les ressources dans ces zones-là. Donc, comme je le disais, c'est le seul plan régional de gestion de l'environnement qui est adopté jusqu'à présent. Il y a un plan régional de gestion de l'environnement pour la dorsale médio-atlantique qui est en développement, qui est en même à un stade assez avancé. Il y a certaines ébauches de plans qui ont circulé, mais là, ça a été mis de côté là, pour l'instant par l'autorité qui se concentre vraiment sur le projet de règlement pour l'exploitation. Et puis, dans ce plan-là pour la dorsale médio-atlantique, encore une fois, on identifie, dans le fond, des zones ou des cheminées en particulier qui devraient être protégées et où l'exploitation minière ne sera pas possible du tout. Il y a d'autres plans de gestion de l'environnement qui sont en développement, mais à des stades plus préliminaires dans l'océan Indien et puis aussi dans le Pacifique Nord-Ouest. Donc, en ce moment, c'est les zones d'intérêt pour des activités minières éventuelles. Voilà. Catherine, la zone Clarion-Clipperton, ce serait une zone d'environ 4 500 000 km². Ce que je comprends, c'est que l'Autorité internationale des fonds marins est comme un peu gestionnaire, est administratrice là, et elle consent des concessions à des sociétés d'exploitation minière. C'est ça de voir comment ça fonctionne. Fait que finalement, on a une zone, et je me trompe pas de dire qu'elle est administrée par l'Autorité internationale des fonds marins. C'est au niveau de la zone exactement. elle-même. Pour essayer de mieux comprendre de mon côté, puis pour le bénéfice de nos auditeurs, ça fonctionne comment, dont la gestion de cette zone-là? Comme on disait plus tôt, l'autorité et l'intendante est le steward des fonds marins. Donc, comment ça fonctionne, que ça soit dans la zone Clarion-Clipperton ou dans d'autres zones d'intérêt pour les activités minières, c'est qu'il y a différentes entités qui peuvent demander une licence, dans le fond, à l'Autorité internationale des fonds marins. Donc, l'entité entre dans une relation contractuelle, littéralement. Donc, pour les juristes en droit des contrats, ça peut être intéressant. Donc, une relation contractuelle entre l'autorité et l'entité. Je dis entité parce que ça peut être soit un État, donc un pays, ou bien une compagnie privée qui va être parrainée par un État membre. Donc, cette entité-là va entrer dans une relation contractuelle, donc va obtenir une licence de l'autorité et avec cette licence-là, va être capable d'aller explorer. Pour l'exploitation, bon, ça n'a pas encore eu lieu, mais ça serait le même principe. Donc, on ne peut pas aller dans la mer puis exploiter directement les minéraux, là, il faut obtenir une licence de l'autorité. C'est sûr que pour obtenir une licence, ça se donne pas de même comme ça. Là. Tu fais pas juste passer un coup de téléphone. Là. C'est énormément de travail. C'est des plans, dans le fond, que les entités intéressées doivent soumettre, qui contiennent des informations détaillées par rapport aux activités qu'elles veulent faire. Aussi, c'est quoi leur plan pour limiter les impacts sur l'environnement. Donc, ces plans-là sont très, très élaborés. Là. Et puis ça va être revisé par différentes instances à l'autorité qui vont décider, oui ou non, d'octroyer la licence. Et puis, avec cette licence-là, l'entité peut aller explorer, comme c'est le cas en ce moment. Là, l'autorité a donné un contrat à une trentaine d'entités pour l'exploration. Et puis, on verra ce qui arrivera dans le futur avec la potentielle exploitation.
Je suis content de savoir que c'est pas simplement comme un claim minier et d'aller juste rentrer un piquet dans le fond marin pour dire que cette zone-là est à moi. Non, exactement. J'ai le goût de te demander une autre question de nomenclature. On parle dans la Convention là, d'activité minière, d'exploitation et d'extraction minière. Je vais te corriger légèrement sur le vocabulaire. Donc, on parle normalement d'exploration. Donc, on explore, on fait des recherches pour savoir c'est où sont les ressources, en quelle quantité, etc. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment, exploration. Et l'exploitation ou un synonyme qui est extraction. Donc, exploitation et extraction, ça serait synonyme dans ce cas-là. Donc, la Convention couvre les deux, va couvrir et l'exploration et l'exploitation éventuelle, parce que ça n'a pas lieu encore. Et on parle de ces termes-là ou de ces activités-là dans un réflexe ou dans un objectif de protection du milieu marin. C'est un des mandats de l'autorité, en effet. C'est vraiment de s'assurer que les activités minières, que ce soit d'exploration ou d'exploitation, ne vont pas avoir d'effets nocifs sur l'environnement marin. Là, il faut des chercheurs, évidemment, il faut des juristes comme toi. On rédige des règles et des normes techniques et c'est élaboré comment certaines des cheminées qui vont être protégées, il y a certains endroits de la zone Clarion-Clipperton qui ne seront pas exploités. C'est déterminé comment? C'est des recherches scientifiques? Oui, il y a énormément de collaboration qui se fait entre l'autorité et puis différents regroupements de scientifiques. Mais peut-être pour parler brièvement de la structure de l'autorité, c'est quand même une créature particulière comme organisation internationale. Juste pour donner un aperçu des organes qui forment l'autorité. Donc, l'organe, on va dire, suprême de l'autorité qui a le dernier mot sur la prise de décision, c'est l'Assemblée. L'Assemblée qui est formée de tous les États qui sont membres de l'autorité. On devient membre de l'autorité automatiquement quand on devient partie à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Automatiquement, tu deviens partie à la Convention et donc tu deviens membre de l'autorité. Donc, l'Assemblée comprend, je crois qu'en ce moment, on est rendu à 169 États plus Union européenne. Donc, tout ce beau monde-là fait partie de l'Assemblée. Premier organe, l'organe suprême. Ensuite, on a le Conseil. Le Conseil qui est l'organe exécutif, qui est formé de 36 États qui sont divisés en 5 chambres qui représentent différents groupes d'intérêt, que ce soit des grands importateurs de minéraux ou des grands producteurs de minéraux. On a aussi une chambre qui représente spécifiquement les États en voie de développement. Donc, différents intérêts là, dans les activités minières qui forment le Conseil. Fait intéressant pour nos auditeurs, le Canada est membre du Conseil de l'Autorité des fonds marins. Donc, le Conseil qui est l'organe exécutif, et c'est au Conseil que les différents projets de règlement, par exemple, ou encore les plans régionaux de gestion de l'environnement vont être discutés et négociés. Donc, par exemple, l'Autorité internationale des fonds marins, le Conseil, a recommencé ses travaux le 17 mars 2025. Et puis, une des choses qu'ils vont faire, c'est de continuer les discussions et les négociations sur le projet de règlement pour l'exploitation. Mais c'est qui prépare l'ébauche de tous ces textes-là? C'est un sous-organe du Conseil. Donc, avant que le Conseil puisse négocier, puisse discuter, ces documents-là sont préparés par un sous-organe du Conseil qui est la Commission juridique et technique. Et là, comme son nom le dit, juridique, il y a des avocats, donc des spécialistes en droit international, en droit de la mer, mais il y a aussi des experts techniques. Donc, on retrouve toutes sortes d'expertises scientifiques, que ce soit en biologie marine, en écologie marine, aussi en géologie, hein, parce qu'on parle quand même de roches, là, dans certains cas. Il y a aussi des ingénieurs ou des gens qui ont une expertise plus technique là, qui siègent aussi sur cette commission-là. Donc, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que la commission juridique et technique va développer les ébauches qui vont ensuite être négociées, discutées, élaborées, changées, modifiées au Conseil. Et puis, une fois que le Conseil va conclure ou va être d'accord sur la version du projet de règlement, ça va s'en aller à l'Assemblée pour recevoir le sceau officiel d'approbation de tous les États. Il y a 2 autres organes dans l'autorité que je vais mentionner brièvement. Premièrement, c'est le secrétariat. Le secrétariat qui a la tâche importante administrative de gérer l'autorité, mais aussi qui est composé de services juridiques. À la tête du secrétariat, on retrouve le secrétaire général. Fait intéressant, on a une nouvelle secrétaire générale depuis le 1er janvier 2025, une ressortissante brésilienne. Donc, c'est la première femme secrétaire générale de l'autorité. Je trouvais ça intéressant à mentionner. Et puis, le dernier organe de l'autorité
l'autorité que je veux mentionner qui est très important, dans le fond, pour revenir à cette idée-là de patrimoine commun de l'humanité. Et je m'explique. Cet organe-là s'appelle l'entreprise. Donc, en anglais, c'est The Enterprise. Et je ne parle pas ici du vaisseau dans Star Trek. Ça fait 2 fois que tu nous donnes des références de science-fiction. On en a la zone avec un Z majuscule et Oui. ensuite ça, on a l'entreprise. Oui, l'entreprise The Enterprise, qui est un organe qui n'est pas encore opérationnel. Mais le but de l'entreprise, ça va être d'être, dans le fond, l'entité qui va pouvoir aller faire des activités minières dans les fonds marins, mais au nom de la communauté internationale. Et l'idée derrière la création de l'entreprise, c'est, dans le fond, de permettre à ce que l'autorité elle-même puisse obtenir certains bénéfices économiques des activités minières des fonds marins. Parce qu'on se souvient que ces ressources minières-là sont le patrimoine commun de l'humanité et donc que les bénéfices qu'on en retire doivent aussi revenir à l'autorité qui représente l'humanité tout entière. Donc, c'est sûr que si des États ou si des entreprises privées vont éventuellement obtenir un bénéfice d'activité minière, ils n'empochent pas tout, là, hein. Il va y avoir un partage des bénéfices qui va avoir lieu. Et ça aussi, c'est un des aspects très importants qui est négocié au sein du projet de règlement, c'est comment est-ce que ce partage des bénéfices-là va se faire. Voilà, donc un portrait de l'autorité et de ces différents organes. Qu'est-ce qui arrive quand il y a des différences, justement, entre les pays membres et ceux qui veulent exploiter? Bien, ça, c'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas encore eu de différents, on va dire, officiels qui sont allés devant des tribunaux internationaux. Donc ça va être à voir dans le futur. C'est sûr que la Convention sur le droit de la mer, dans sa partie 15, a une façon de régler les différends, là, donc un mécanisme de règlement des différends qui donne le choix d'aller devant différents tribunaux ou cours internationales. Donc, soit on va devant la Cour internationale de justice, soit on va devant un tribunal arbitral, ou soit on va devant le tribunal international pour le droit de la mer, qui est un tribunal qui a été créé spécifiquement par la Convention sur le droit de la mer, donc qui vise à interpréter des différends sous la Convention. Dans la partie 11, donc notre partie qui nous intéresse sur la zone, ça prévoit également que le tribunal sur le droit de la mer pourrait éventuellement entendre des différends, non pas seulement entre des États, mais aussi entre l'autorité elle-même et des États ou entre des parties privées, que ce soit des investisseurs ou des contractants, et des États ou l'autorité elle-même. Donc ça, c'est encore un peu une zone obscure dans le sens où c'est pas encore arrivé. Donc, on ne sait pas trop comment ça va avoir lieu, qui va se prévaloir de ces mécanismes-là, mais c'est prévu à la Convention que s'il y a des différends entre différentes entités impliquées, que certains tribunaux internationaux pourraient avoir la juridiction d'intervenir. Ce qui est intéressant de mentionner, par contre, c'est qu'il n'y a pas eu de différend comme tel, sauf que le tribunal sur le droit de la mer a rendu en 2011 un avis consultatif. Donc, en droit canadien, ça serait l'équivalent d'un renvoi, à peu près, là. Donc, le tribunal se fait poser une question juridique et puis on répond à cette question-là, dans le fond. Donc, le tribunal a rendu un avis consultatif, comme je le disais tantôt, là, sur le lien entre les changements climatiques et le droit de la mer en 2024, l'année passée. Mais en 2011, il y a un peu plus longtemps, il y a certains petits États du Pacifique qui, eux, se faisaient approcher par des compagnies qui étaient intéressées à s'embarquer dans des activités minières dans les grands fonds marins pour que ces petits États-là deviennent leurs parrains, pour qu'ils les parrainent, dans le fond. Parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, pour qu'une entité privée puisse s'engager dans des activités minières dans les fonds marins, ils ne peuvent pas juste y aller comme ça, ils doivent être parrainés par un État membre pour avoir la licence de l'autorité. Donc, ces petits États insulaires-là qui se faisaient approcher par des compagnies privées se sont demandé, OK, mais là, si ces compagnies privées-là font quelque chose de pas correct, est-ce que nous, ça engagerait notre responsabilité comme État? Et ils ont donc posé cette question-là au tribunal du droit de la mer, plus précisément une de ces chambres là, qui se spécialise sur les fonds marins, pour obtenir des clarifications par rapport aux obligations dans la Convention sur le droit de la mer, par rapport aux responsabilités, aux droits, aux obligations que les États parrains ont par rapport aux activités minières. Donc, il n'y a pas eu de différents d'affaires contentieuses encore, mais il y a quand même l'avis consultatif de 2011 qui se concentre spécifiquement là, sur les activités minières. Catherine, pour nos auditeurs, parce que je pense que c'est intéressant, la partie 15 de la Convention, au niveau du règlement des différends, puis évidemment, là, je ne vous lirai pas les articles, mais les titres des articles sont très intéressants. Ça commence à 279, la partie 15, là. Obligation de régler les différends par des moyens pacifiques.
procédure à suivre lorsque les parties ne sont pas parvenues à un règlement. Ensuite de ça, il y a des obligations de s'échanger des documents et la conciliation est aussi prévue. Donc, c'est quand même un processus qui se veut moins, disons, oppositionnel que ce qu'on est habitué là, ici. Oui, exactement. Puis ça, je pense que c'est représentatif de beaucoup de traités en droit international en général, là, pas juste en droit de la mer, mais dans beaucoup de traités, on voit ça, qu'on demande aux États de régler leurs problèmes eux-mêmes, dans le fond, et de le faire de façon pacifique avant d'avoir recours à soit un tribunal arbitral ou à une cour, que ce soit la Cour internationale de justice ou autre, là. Donc, c'est quand même typique là, de traité en droit international de voir ça dans les dispositions qui portent sur le règlement des différends. De façon plus légère, Catherine, j'imagine que les juges du tribunal, ils rentrent pas le matin et aspirent les droits croisés d'avoir un dossier. Non, en effet, donc c'est 21 juges qui ont été élus au tribunal de droit de la mer, qui représentent là, différentes régions du monde. C'est quand même un gros banc là, quand on pense, c'est 21 juges. À la Cour internationale, c'est 15, donc on voit quand même plus de monde. Donc le tribunal est opérationnel depuis 1996 et puis a jusqu'à présent reçu 32 affaires, je crois. Donc, si on compare à d'autres tribunaux internationaux, le nombre d'affaires est quand même limité, là. Mais c'est sûr qu'on parle d'un tribunal spécialisé où les juges sont des spécialistes en droit de la mer qui ont développé leur expertise soit dans le milieu académique ou au sein de gouvernements nationaux dans les ministères des Affaires étrangères en se spécialisant en droit de la mer ou des disciplines connexes. Les juges qui sont là ont des expertises très particulières là, pour pouvoir répondre à des questions très spécifiques par rapport à la Convention. Le cadre juridique là, des conventions et des traités est bien adapté aux avancées technologiques. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu nous dis tout à l'heure, ben on n'est pas technologiquement suffisamment avancé pour faire de l'extraction, pour faire de l'exploitation, mais évidemment, les années vont passer et on va probablement créer des nouvelles technologies justement pour aller dans les fonds marins et pouvoir peut-être arriver à extraire pétrole, gaz et d'autres minéraux. Est-ce que tu penses qu'on est bien équipé pour protéger autant l'environnement pour le bien de l'humanité? Oui, je pense que je vais répondre en 2 étapes. Donc, je pense que le régime ou le cadre juridique en droit de la mer est bien fait dans le sens où on a le droit coutumier et la Convention des Nations unies qui forment un tronc solide qui, des fois, peut sembler pas nécessairement complet, sauf qu'il faut pas voir ce tronc en isolement par rapport à d'autres instruments. Donc, il faut vraiment comprendre que le régime juridique pour le droit de la mer en entier va aussi piger dans d'autres instruments juridiquement et non juridiquement contraignants et que tous ces instruments-là pris ensemble, c'est vraiment l'entièreté de tout ça qui forme le droit de la mer. Donc, je pense que par l'interaction entre la Convention, le droit coutumier et d'autres instruments juridiques qui se spécialisent, par exemple, en navigation, en pêcherie ou en protection de l'environnement, c'est vraiment en regardant ça dans son ensemble qu'on est capable de voir qu'on s'adapte aux nouvelles connaissances ou au développement technologique et technique. Deuxième chose, c'est que quand les États négocient des traités, je sais par exemple si c'est le cas pour le BBNG, on focus beaucoup sur la notion de, et encore une fois, je vais le dire en anglais, là, de future proofing. Donc, on va s'assurer que les nouveaux instruments qu'on développe vont être, on va être capable de les interpréter et de les appliquer dans 20 ans aussi. Qu'on n'est pas en train de développer un nouveau cadre juridique qui va être figé en 2025 ou en 2026 ou à l'époque où on négocie. C'est aussi une idée qui est dans la salle là, à l'Autorité internationale des fonds marins là, quand les États négocient les différents instruments. On s'assure le plus possible que ces instruments-là puissent être future-proof, qui puissent s'adapter à ce qui va se passer dans le futur. C'est sûr qu'on peut dire, OK, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, négociée dans les années 70, adoptée en 82, comme ça fait un petit moment, là, c'est quand même vieux. Rédigé à la machine à écrire, d'ailleurs. Oui, c'est ça, exactement. Puis je veux pas dire que la Convention est vieille, parce qu'il y a probablement certains auditeurs qui sont nés avant 1982. On va dire que c'est une convention sage, mais qui doit être complémentée. Hugo lève la main, je dois le dire. Mais c'est quand on regarde la Convention qui est une base solide qui couvre vraiment une panoplie de différents aspects par rapport aux océans
et qu'on va accrocher à cette base-là plusieurs autres instruments, mais aussi des règles de droit coutumier, qu'on obtient l'ensemble du droit de la mer qui, lui, peut s'adapter au développement, que ça soit technique, scientifique et juridique également. Super intéressant. Moi, ce que je comprends, c'est que tu manqueras ni de travail, ni de sujets de recherche pour les prochaines années. Non, exactement. Ça, c'est sûr que c'est un milieu en développement constant. Puis, c'est aussi ce qui le rend fascinant. C'est le fun. Sandrine? C'est ce qui clôt notre épisode super intéressant sur le droit de la mer, le droit maritime et le droit international public. C'était un plaisir de recevoir Catherine Blanchard dans le cadre de cet épisode. Avant d'entamer la conclusion, à tous nos épisodes, Hugo ou moi, demandons à nos invités un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est incontournable dans votre vie professionnelle. Donc, pour Catherine Blanchard, qu'est-ce qui est nécessaire dans votre vie professionnelle? Oui, puis là, quand vous m'avez envoyé cette question-là, puis que je me préparais pour la discussion d'aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était la question la plus difficile, en fait. Je dois avouer. Bien sûr, c'est toujours la question la plus difficile de tous nos invités, tout le temps. Mais ça m'a fait vraiment penser, puis j'y ai pensé longuement. Puis bon, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, je pourrais recommander une panoplie d'ouvrages ou d'articles académiques qui traitent du sujet. Mais je pense qu'au jour le jour, l'outil qui, pour moi, au moins, là, je pourrais pas parler pour tous mes collègues, est le plus utile, c'est WhatsApp ou n'importe quelle autre application de communication. Et je m'explique. Dans le fond, c'est une représentation du réseau. Pour moi, ce qui a le plus de valeur dans mon travail, c'est le réseau, c'est les gens que je peux contacter parce que c'est par le réseau qu'on est au courant des nouvelles publications. C'est par le réseau qu'on est au courant d'une conférence où on peut soit aller présenter ses recherches ou aller entendre sur les recherches des autres. C'est par le réseau qu'on va entendre parler d'une initiative qui a été prise par une ONG, par exemple. C'est par les réseaux qu'on va apprendre qu'une compagnie privée est en train de développer différentes technologies qui pourront éventuellement être utilisées pour des activités minières. C'est aussi par les réseaux, je dirais, qu'on entend tous les potins de qu'est-ce qui pourrait peut-être arriver, que ça soit des instituts de recherche ou sur la scène internationale. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment la façon de me tenir au courant de ce qui se passe, mais aussi de partager ce que moi je fais, c'est en communiquant avec les collègues et les amis qui travaillent aussi dans le domaine. Alors voilà, c'est mon outil à moi. Et c'était super intéressant et utile. Donc, merci beaucoup pour le partage. Puis surtout, merci pour la participation à cet épisode. Bien, merci à vous. Si je peux prendre une minute, là, juste vous remercier d'aborder ce sujet-là parce que les océans, c'est quelque chose qui peut nous paraître loin, là, parce qu'on n'est pas toujours sur le bord de la mer, même si des fois, on aimerait ça. Mais ça a vraiment une importance dans notre vie de tous les jours. Donc, merci beaucoup de permettre aux auditeurs de pouvoir en parler. Et voilà, merci de sensibiliser le public sur ces questions-là. Merci à toi, Catherine, simplement pour la curiosité, pour l'aspect différent du type de droit que tu fais aussi. Et d'ailleurs, tu nous as dit que tu aurais peut-être des ouvrages ou des suggestions de lecture. On va mettre ça dans les notes de l'épisode. Puis je vous rappelle que autant la Convention, les traités, on va avoir des liens pour pouvoir vous diriger un petit peu sur tout ce dont nous avons discuté lors de l'épisode. Catherine Blanchard, encore une fois, un grand merci d'être prêtée à l'exercice. Merci beaucoup à vous deux aussi. Merci Sandrine. Merci Hugo. Alors, c'est ce qui met fin à cet épisode. Merci à notre invitée, Dr. Catherine Blanchard, pour le partage de ses connaissances et sa participation à l'épisode. Pour nos auditeurs qui veulent recevoir une attestation de formation, le mot-clé sera Océan. O-C-E-A-N au singulier. Nous vous invitons à vous abonner à Questions de preuve sur vos plateformes de balado favorites afin de ne manquer aucun de nos prochains épisodes qui sont disponibles gratuitement et automatiquement lorsque vous vous abonnez. Idée originale, animation, réalisation et montage, eh bien c'est moi, Hugo Martin, à la co-animation et à la recherche, Sandrine Raymond, à la prise de son, à l'édition audio et à l'aide à la réalisation, Sophie Houle-Drapeau. Aux réseaux sociaux, ben c'est aussi Sandrine. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. La productrice est Constance Saint-Pierre qui s'occupe aussi de la gestion, du marketing et de la direction générale et qui s'affaire cette semaine à notre présence au cours de perfectionnement du notariat. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.